Le temps d'une liberté, On discute du couple. et de parentalité. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la partie 2 de l'épisode sur la contraception masculine. Rappelez-vous, il y a 15 jours, Mathieu et Noah recevaient Christian et Nicolas du collectif Thomas Boulou autour de la question de la contraception chez les hommes. Ils nous parlaient un petit peu d'eux, de leur histoire, de leur parcours, à la fois personnel et puis aussi du collectif Thomas Boulou et s'interrogeaient tous les quatre sur les notions un peu plus théoriques de sujet de la contraception masculine. C'est-à-dire un petit peu le côté lexical de ce que c'est la contraception et puis surtout l'historique de l'apparition de la contraception masculine dans notre société. De mon côté, je vous propose un petit complément de ce point théorique pour aller un petit peu développer les enjeux sociétaux qui ont été aussi abordés avec Christian et Nicolas en allant sur le questionnement du positionnement des hommes, des personnes à pénis vis-à-vis de la contraception. Il y a deux logiques de refus qui apparaissent où en fait on a les hommes qui se posent en retrait pour deux raisons. D'abord parce que les femmes doutent de leur capacité masculine à s'occuper de leur contraception, parce qu'ils ne vont pas être directement concernés par le risque de grossesse. En tout cas, c'est un schéma de construction qui est véhiculé et qui fait partie des logiques de refus de la contraception masculine. L'autre logique de refus, c'est les craintes fantasmatiques sur l'éjaculation et l'érection, ou qui va directement résonner sur l'identité de genre avec un risque de féminisation, entre guillemets, et puis aussi des difficultés pratiques inhérentes aux modalités d'utilisation de la contraception masculine. En fait, on a une réactualisation d'une certaine logique de domination masculine, qu'on peut retrouver par exemple sur la question du refus du préservatif à la demande de la partenaire pour éviter la grossesse. On peut se demander à quel point c'est envisageable de prendre une contraception hormonale pour un homme qui a besoin de ce sentiment de domination, sans dire que c'est le cas de tous les hommes, on s'entend. Alors, on a quand même une volonté de soutien de la part des hommes à la participation à la contraception du couple et des femmes, avec un partage des responsabilités contraceptives. Et les implications peuvent prendre plusieurs formes. D'abord, une participation financière, mais la démarche, par exemple, d'aller chercher la contraception pour sa compagne ou sa femme ou sa copine, peu importe, va être peut-être un peu plus difficile ou plus ponctuelle parce qu'il n'y a pas la spontanéité de pouvoir faire ça, vu que ça nécessite à la fois une ordonnance et la carte vitale. Les hommes s'impliquent aussi sur, par exemple, le rappel de la prise de la contraception quand c'est la pilule, par exemple, pour l'accompagnement des visites pour le suivi gynécologique et aussi par l'adoption des méthodes de contraception masculine. On sait qu'il y a une importance du rôle des femmes dans l'implication des hommes, notamment sur la sensibilisation de la contraception. Et il y a trois rôles différents. Il y a le rôle éducateur qui est souvent amené a priori par la mère, ou en tout cas une figure maternelle. Ensuite, il y a le rôle d'initiateur ou d'initiatrice, en l'occurrence, pareil pour éducatrice. Et donc les rôles d'initiatrice est plutôt amené par les amis, les sœurs, et qui vont être source de préconisation, de pratique sur la gestion de la contraception. Et enfin, il y a le rôle de prescriptrice qui influence directement le choix de la contraception. On a trois dimensions à travers la contraception masculine qui touchent à l'organique et à l'univers symbolique. D'abord, il y a la dimension divine où on a l'idée du respect de l'ordre naturel qui peut être un frein à la contraception masculine. Un ordre social une dimension sociale plutôt, où en fait on a vu que la remise en question de l'identité de genre peut venir déséquilibrer l'ordre social bien inscrit dans le schéma de fonctionnement sociétal. Et enfin, une dimension naturelle où il y a une peur de la mise en péril de l'intégrité corporelle des hommes. Comme le disait, je crois, Christian, dans la première partie d'épisode, on a un certain manque d'information et de communication et surtout un manque de formation des médecins sur la question de la contraception masculine médicalisée qui porte 4 heures en tout sur le cursus. Et du coup, on a aussi un certain manque de confiance sur le progrès scientifique. Et c'est comme ça que l'objet de la contraception masculine se réduit au préservatif et à la vasectomie. Et donc on a un ancrage de la contraception féminine. C'est le travail imaginaire qui va affecter la conception des formes de contraception masculine médicalisée et ses séquences. Parce qu'en fait, on va chercher les effets secondaires dans l'univers féminin
et on le transpose à l'univers masculin, sauf que c'est pas adapté parce qu'il y a des différences à la fois physiques et anatomiques, et on peut pas faire une comparaison entre les deux contraceptions parce qu'on ne fonctionne pas physiquement, anatomiquement de la même manière, qu'on soit homme, genré homme, enfin une personne à pénis, une personne à vulve. Et donc on a une projection des hommes que sur une solution hormonale, parce que c'est la solution la plus connue chez les femmes. Et il y a cette idée que le seul moyen, c'est cette contraception fantasmatique hormonale qui serait efficace chez les hommes. Et donc on a à ça qui viennent se rattacher, ce qu'on a vu tout à l'heure, des craintes liées à la virilité et à la stérilité et à la fécondité. Donc il y a les craintes qui sont objectives des effets secondaires. Elles sont empiriquement valides parce que physiologiques et psychologiques, elles ont été vues et voilà, elles sont légitimes à se poser. Mais voilà, après, se pose la limite du transfert d'un univers à l'autre, parce qu'en fait, on n'a pas de connaissance des conséquences hormonales sur le corps masculin, ou très très peu, vu que les études n'ont pas été très poussées dans ce sens. Donc, on ne peut pas faire une analogie poussée, c'est pas possible. Et les conséquences imaginées du processus et les conséquences du processus contraceptif, finalement, elles sont imaginées parce qu'elles sont inconnues. Il faut distinguer 3 dimensions autour du sperme. Il y a la spermatogénèse, qui est la production et la propagation du spermatozoïde. Et donc là, l'idée, c'est de venir faire obstacle à la fabrication et la production ou de limiter la progression. Il y a l'altération des spermatozoïdes, donc de la nature du sperme, et la disparition des spermatozoïdes. Ça va dépendre, oui, de quelle méthode de contraception est utilisée par l'homme. Et donc, dans ces craintes qui ont été étudiées dans des différentes enquêtes des hommes à la venue d'une contraception masculine, on avait vraiment l'atteinte à la virilité. Et donc, 3 dimensions à cette question de la virilité. La fonction du plaisir avec l'éjaculation. Donc on a la question de l'action contraceptive du sperme, la masculinité avec la crainte de la féminisation, où là, du coup, il y a la crainte d'une infériorisation par le changement de regard à la fois sur soi et puis des autres, de soi sur soi et des autres sur soi. Et enfin, on a la diminution et la mise en péril de la position sociale des hommes avec le rapport à la domination, comme on disait tout à l'heure, et la dépossession du pouvoir masculin de l'enfantement, ce qui engendre une peur de la stérilité. La stérilité, c'est différent de la stérilisation, où là, la stérilisation, c'est une méthode qu'on choisit. En fait, ce qu'il faut, c'est à la fois changer l'objet de référence, arrêter d'aller puiser dans l'univers féminin pour comparer les conséquences des différentes méthodes de contraception masculine, et puis faire davantage d'informations et de sensibilisation à tout ça pour que l'inconnu arrête de faire peur, parce que c'est ce qui se passe. Parce qu'au final, on a des projections genrées, un rapport de force et des positions sociales qui sont objets de conflit, parce que c'est sous le joug des normativités sociales qu'on a ancrées aujourd'hui dans notre fonctionnement. Et ça va aussi amener, au final, la nécessité de repenser et de renégocier les identités à la fois masculines et féminines. Et donc, il faut associer la responsabilisation des hommes et la gestion des risques sur leur vie sexuelle. Donc, venir faire adhérer à l'idée d'une maîtrise individuelle des choix et des décisions et une volonté de partage de la vie de couple et vie de famille. C'est ce qui arrive aujourd'hui. On a une nouvelle base normative qui se dessine, qui est plutôt positive pour la contraception médicalisée et masculine. Et donc, il y a un espèce de relais de contraception féminine qui se met en place. Et donc, ça partage le pouvoir, entre guillemets, décisionnel et réaménage les rôles sociétaux. Voilà. Maintenant, je vais laisser la parole enfin à Christian et Nicolas, Mathieu et Noah pour vous présenter la suite et fin du dernier épisode de la saison. Bonne écoute à vous et à très vite. Il y avait un autre élément sur lequel je voulais vous interroger, sur les freins que vous rencontriez, du coup, quand les personnes viennent vous voir, quels sont les freins les plus fréquents, du coup, que les personnes évoquent, en fait, pour ne pas se contracepter, en tout cas. Moi, certains freins qu'on peut observer quand on rencontre des gens soit pendant les permanences ou soit en dehors, en fait, en parlant de la contraception thermique, c'est déjà le confort. Est-ce que c'est confortable? Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est compliqué? Donc en fait, les garçons s'inquiètent de ça.
Après, on a aussi de façon implicite forcément la question de la virilité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que si je peux encore, si je ne peux plus procréer, est-ce que je suis encore un homme? Bon, ça c'est jamais expliqué, c'est jamais dit de cette façon-là, mais ça apparaît quand même un petit peu en sous-marin dans certaines discussions. Et puis voilà aussi, comme tu disais, ce qui est très important, c'est l'éducation en fait. Beaucoup des garçons, en fait, même aucun de notre génération, enfin de la mienne en tout cas, j'ai jamais été éduqué à la contraception. En fait, c'est quelque chose qu'on réserve aux filles. Moi, j'ai jamais eu de cours, en me rappelant de mes cours de lycée ou de collège sur ne serait-ce que la sexualité. Voilà, même la contraception, alors qu'effectivement pour les filles c'est quelque chose qui vient très vite dans leur vie en fait, qui est nécessaire en fait pour elles de connaître aussi. Donc nous on considère que non, c'est pas notre affaire quoi. Donc ça c'est un frein aussi en fait, juste cette image que la contraception c'est un truc de fille. Donc forcément pourquoi s'en soucier quoi. Et donc légitimement aussi beaucoup des garçons s'imaginent que voilà en fait si y a un problème dans la fécondation, enfin comment dire, un problème de si un accident arrive en fait, c'est forcément la fille qui va en subir les conséquences physiques, donc une grossesse non désirée, il y a une IVG. Et donc, du coup, c'est l'affaire des filles, quoi. Pourquoi moi me contracepter, ça, moi, s'il y a un accident qui arrive, voilà, c'est pas, les conséquences sont pas pour moi physiquement, quoi. Donc on a encore tout cet imaginaire un peu autour de la contraception qui persiste et qui constitue, je pense, quelques freins. Ouais. Je sais pas si toi, Christian, il y a d'autres choses que tu as envie de rajouter. Alors sur les freins directement les garçons, il y a tu as dit l'essentiel, je pense. Il y a d'autres freins qui sont plus liés au monde médical ou au labo, ce genre de choses. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Il y a un truc, c'est la réversibilité. La question est posée sur la réversibilité, ce qui est assez normal pour une contraception de s'inquiéter de la réversibilité. Oui, il y a un élément sur lequel un frein et qui est une des premières questions qu'on m'a posées une fois que j'ai été vasectomisé. C'est lié à l'éjaculation du coup. Sur le côté, est-ce qu'on a moins de plaisir parce que il y a pas de spermatozoïdes dedans, donc encore un peu la méconnaissance du fait que un éjaculat c'est constitué de beaucoup de choses qui se passent autour de la prostate, et puis des tout petits éléments qui sont les spermatozoïdes qui viennent du coup des testicules. Et cette méconnaissance-là fait que oui, ça peut être un frein parce que on a l'impression que l'éjaculation et donc du coup que c'est le summum et que c'est lié du coup que l'intégralité vient des testicules, alors que pas du tout. Moi là-dessus j'ai dû répondre plusieurs fois des questions sur est-ce que c'est normal, est-ce que c'était comme avant, quoi. Je peux répondre à tout le monde, c'est comme avant. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres éléments là-dessus, sur les enjeux, sur les freins, ou sur des questions qui pourraient venir de manière régulière, que vous pourrez rencontrer sur vos stands ou vos permanences? Moi, je pensais à quelque chose, mais qui est peut-être pas ta question. Le travail qu'on fait aussi lié à la prise de distance par rapport à la médicalisation de la contraception, parce que en France, c'est les médecins qui ont en main la contraception, c'est personne d'autre, c'est pas les individus en tout cas. Et donc dans notre action, et la thermique en particulier permet cette prise en main personnelle de la contraception. Mais peut-être c'est pas ce que tu cherchais à me faire dire. Alors, c'était pas tout à fait la question, je pense. Mais ça tombe très très bien parce que on va passer du coup sur les méthodes de contraception. Alors, tu as évoqué du coup la méthode thermique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le principe, et puis après les dispositifs qui existent derrière pour cette méthode thermique?
Alors, la méthode thermique, elle s'appuie sur le fait que les testicules arrêtent de produire des spermatozoïdes quand elles sont à une température au-dessus de 36. Grosso modo, à 37 degrés, elles s'arrêtent de produire des spermatozoïdes. C'est bien connu, hein, parce que il y a des professions qui ont des soucis de reproduction, les boulangers, enfin tous ceux qui travaillent à la chaleur. Et c'est connu, cet effet de la chaleur est connu depuis très très longtemps. Hein. Là, vous avez commencé votre historique en 1700, mais l'Antiquité connaissait les effets de la chaleur sur la fertilité et l'utilisait pour des formes de contraception. Donc la thermique. Alors, elle s'appuie là-dessus et elle s'appuie aussi sur le fait que en fait, les testicules sont pas toujours dans le scrotum, c'est-à-dire dans les poches, dans les bourses. Quand il fait froid, par exemple, ou quand il y a des émotions fortes, ou quand il y a eu un rapport sexuel, pour un certain nombre de garçons, on n'est pas tous, on fonctionne pas tout à fait tous de la même façon, mais les bourses, le scrotum se contracte et remonte les testicules dans les cavités inguinales. Les cavités inguinales, c'est les poches où étaient les testicules quand on était bébé, enfant, et d'ailleurs elles doivent descendre. Si elles descendent pas, il faut souvent intervenir pour qu'elles puissent descendre. Voilà. Donc la chaleur arrête la production de spermatozoïdes. Le fonctionnement spontané de remontée testiculaire dans les cavités inguinales fonctionne. Donc en fait, l'idée alors c'est pas Mieuxet qui a inventé ça, c'est bien les groupes autonomes les groupes de garçons Ardecom quoi, qui ont trouvé ça. Et Ardecom était un membre de Ardecom, Mieuxet était un membre d'Ardecom. Donc ils ont alors le principe c'est on prend un anneau. Alors, un anneau divers, hein, ça peut être n'importe quel anneau, attaché à un système ou pas. On le passe autour de la verge et on tire le scrotum. Alors c'est un peu difficile à définir, c'est beaucoup mieux en images. D'ailleurs, sur contraceptionmasculine.fr, le site d'Ardecom et du réseau, il y a des vidéos qui le montrent. Donc on passe l'anneau, la verge dans l'anneau, et on tire sur le scrotum pour faire passer le scrotum du côté de la verge. Et les testicules n'ont pas la place pour passer, donc elles remontent dans les cavités inguinales. Et donc voilà. Quand on a fait ça, il faut les maintenir 15 heures par jour. Alors pas tout le temps. Je veux dire, il faut pas les mettre 24 heures sur 24 pour avoir une bonne réversibilité. Donc c'est 15 heures par jour, tous les jours, sans arrêt. Et comme fabriquer un spermatozoïde prend 3 mois, il faut 3 mois pour être contracepté. C'est pareil pour la contraception hormonale, hein, c'est la même chose. Et donc au bout de 3 mois, on doit être contracepté, si ça marche bien. Alors il y a un truc, un avantage que les garçons ont que la contraception des garçons a sur la contraception par rapport à la contraception des filles, c'est qu'on peut vérifier cet effet-là. C'est-à-dire qu'on fait des spermogrammes, ça fait partie du protocole. Donc, en principe, à 3 mois, on fait un spermogramme et on vérifie que la concentration de spermatozoïdes par millilitre, c'est ça que l'OMS a déterminé lors de ses études sur la contraception hormonale. À partir en dessous de 1 million par millilitre, on a une efficacité. On dit souvent qu'elle est à peu près égale à celle de la pilule. Donc, il faut descendre jusqu'à 1 million. Alors, à savoir que la concentration moyenne est de 100 millions par millilitre. Et que, voilà. Donc, on en fait un au bout de 3 mois. Et on en fait un deuxième souvent au 4e mois pour vérifier que ça marche. Et après, on en fait un tous les 3 mois, un spermogramme tous les 3 mois. Ensuite, la 2e, 3e année, on peut écarter les spermogrammes. Voilà. Et le spermogramme, un généraliste vous fait une ordonnance et on va au labo du coin. Enfin, c'est pas tout à fait le labo du coin, c'est quand même des labos qui s'occupent de reproduction humaine. Dans certains coins, il y en a plein. Et ça, c'est un des problèmes. Dans certains coins, il y en a plein, alors que dans d'autres coins, il y en a pas beaucoup. Voilà. Et là, on vérifie qu'on est contracepté. Et donc, pour un retour à la fertilité, on arrête de porter le système. Alors,
on peut être fertile tout de suite. C'est-à-dire, si vous loupez un jour, il y a une possibilité qu'il y ait des spermatozoïdes qui passent en quantité, donc on dit que on n'est plus contracepté. Mais grosso modo, il faut 3 mois pour que la spermatogénèse soit repartie complètement et qu'on soit à nouveau fertile de la même façon qu'on était avant de commencer. Voilà, j'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais Nicolas, il y a une oui. Une durée dans le temps maximum du coup pour cette méthode thermique alors, il y a en termes de... Alors, mieux c'est enfin dans ses écrits, dans ce qu'il dit 4 ans. Mais en fait, c'est un individu. Quand il affirme 4 ans, c'est un individu qui a pu avoir un enfant au bout de 4 ans. Et lui, c'est un scientifique, et donc il ne peut pas dire autre chose. Pour l'instant, tous ceux qui ont voulu avoir des enfants ont eu des enfants après la contraception, une contraception thermique. C'est pour ça que 4 ans. Mais le 4 ans, il est pas très solide. En fait, on peut dire qu'on ne sait pas. Alors là, les derniers bruits qui courent dans le réseau, c'est qu'il aurait avancé un peu et que ce serait plutôt 7 ans. Mais alors scientifiquement, on peut dire qu'il n'y a pas encore vraiment de validation de durée dans le temps. C'est un des problèmes de la contraception thermique, c'est que on ne sait pas bien. Il y a très peu d'effets secondaires. Les effets secondaires, il peut y avoir quelques risques d'irritation au début, puis après il n'y a pas d'effets secondaires. Hein, il y en a aucun. Ici, il y a une petite réduction de la taille des testicules et de la production de testostérone, mais très très peu. Enfin, ça n'a pas d'effet. Peut-être petite précision que c'est que à l'heure actuelle, il n'y a pas de dispositifs thermiques qui sont vendus en France, si je dis pas de bêtises. Oui, il y a finalement plein de dispositifs. Sauf que il y en avait un qui était vendu sur internet, qui était l'AndroSwitch. En fait, il y en a 2, mais le deuxième est une méthode légèrement différente avec une résistance qui chauffe les testicules. Le seul sur la contraception thermique par montée testiculaire qui était vendu par internet, hein, c'était l'AndroSwitch, l'anneau silicone blanc. Mais le problème avec la contraception, c'est que c'est sous le coup des réglementations européennes qui nécessitent pour avoir une mise sur le marché, des accréditations européennes qui coûtent, je crois que il y a un devis qui a été fait, hein. La NSM a suspendu la vente. Une équipe s'est mise à travailler sur la validation. Et je crois que les devis c'est 800 000 euros. Voilà. Mais alors, par contre, il y a moyen de se le faire. Alors c'est les limites. On espère bien qu'il y aura encore de la vente, que ça va reprendre un jour d'ici 2 ans, a priori 2-3 ans, selon l'équipe qui travaille dessus là. Mais on peut se le faire assez facilement. Nous, ce qu'on a développé, c'est surtout le slip. En fait, le slip mode mieux c'est. Enfin, il a un brevet, hein, le slip mieux c'est. Donc, on peut normalement pas en faire ce qu'on veut, mais bon, on en fait ce qu'on veut en fait. Et donc, c'est un anneau c'est un anneau en tissu. Alors, les tissus peuvent être un peu différents, mais grosso modo, nous, ce qu'on utilise, c'est du jersey ou de la chaussette, une chaussette roulée, le haut d'une chaussette d'enfant. En fait, la partie tibia d'une chaussette d'enfant qu'on roule tout bêtement, qu'on intègre à un slip ou à un système jockstrap, ce qu'on appelle jockstrap. C'est un système avec des élastiques qui permettent de bien maintenir l'anneau collé contre le corps. Ça serre pas la verge et le scrotum. Enfin, ça le serre un peu, mais ça plaque surtout. Voilà. Ça, c'est le jockstrap qui a plein d'avantages techniques, mais qui pour l'instant n'est pas commercialisé. Alors, à Thomas Boulou, on peut trouver des jockstraps. Voilà. Je passe l'info. À Thomas Boulou, on peut trouver des jockstraps. Et on peut s'en fabriquer surtout. Nous, on aide à la fabrication. Et puis un anneau en silicone, ça se fabrique assez facilement. On a aussi des protocoles de fabrication d'anneaux en silicone différents de l'AndroSwitch. Et puis on peut intégrer l'anneau dans ce qu'on veut.
en fait, dans un soutien-gorge recyclé. Même un Suisse nous a envoyé un anneau qu'il fabrique lui-même pour lui-même. C'est un anneau en satin, donc non extensible, qu'il a fait à sa taille. C'est 4 cm de diamètre, précisément, et il n'a aucun soutien, rien d'autre, aucun élastique, et ça marche. En matière de modèle, en fait, l'idée, c'est un anneau sur le pénis et le scrotum, et après vous faites ce que vous voulez. Voilà. Bon, c'est sûr que pouvoir l'acheter sur Internet pour le développement de la contraception, c'est certainement un avantage. Ça peut faciliter les choses en tout cas, ouais. Tout à fait. Du coup, j'imagine que voilà, sur la méthode thermique, si vous vous rapprochez des différentes associations qui promeut du coup la contraception masculine, les ateliers de fabrication sont assez nombreux, j'imagine. Et puis peut-être que même sur Internet, vous pouvez trouver du coup les plans disponibles. Oui, je peux rajouter un petit mot là-dessus, effectivement. Enfin, je peux rajouter 2 choses. Effectivement, il y a des tutoriels. Et il y a aussi, pour se rapprocher des groupes, il y a aussi moyen de passer par le planning familial. Les plannings familiaux un peu partout en France qui ont des liens avec les ateliers de fabrication. Donc du coup, après la méthode thermique, moi je voulais vous parler aussi de la vasectomie. C'est quelque chose que j'ai fait moi il y a un peu plus d'1 an maintenant. Sur la vasectomie, du coup, qui est une méthode contraceptive définitive, même si on peut entendre que voilà, c'est possible de revenir en arrière. C'est vrai qu'en France, ça a l'air en tout cas assez compliqué, vu le peu de vasectomie aussi pratiquée dans le pays, qui est très très faible par rapport à des pays anglo-saxons, par exemple. Sur la vasectomie, pour faire très rapide, il y a plein de méthodes différentes sur la vasectomie, 1 incision, 2 incisions. Je vous inviterai dans les recommandations, j'ai fait une interview avec Fabrice Florent et notre invité, on était 3 personnes, on a vécu 3 vasectomies complètement différentes. Pour autant, elles ont toutes été positives. Le principe étant qu'on sectionne du coup le canal spermatique pour éviter que du coup les spermatozoïdes remontent jusque dans la prostate et du coup qu'ils sortent lors de l'éjaculat. C'est une méthode qui est plutôt pas très contraignante, ça prend à peu près il y a 1 journée où on est off, qu'on doit aller dans un établissement hospitalier. En amont, il y a quand même des rendez-vous à prendre et vu que c'est une stérilisation, donc une contraception définitive, il y a un délai de 4 mois entre votre premier rendez-vous et le moment où vous vous faites opérer. 3 mois après, donc un petit peu comme la méthode thermique, vous allez avoir du coup un spermogramme à réaliser. C'est pas très compliqué, c'est pas super fun non plus. Je vous avoue que le matin, pour aller se masturber dans une petite pièce avec potentiellement des magazines porno ou des vidéos un peu old school, c'est pas le fun, comme on dit, comme diraient nos copains québécois. Mais voilà, en fait, ça permet, c'est quelque chose d'assez simple à faire et qui permet de vérifier que votre éjaculat ne contient plus de spermatozoïdes. Donc voilà, au bout de 3 mois, et ça se fait plutôt bien. Ça ne change ni ça... Moi, ça m'a rien changé du tout, en tout cas dans ma vie. Je me suis pas senti moins homme, entre guillemets, ou moins viril. Et d'ailleurs, je n'aime pas du tout ce terme-là, mais ça peut avoir de la résonance chez certains. Et au pire, ce qui peut vous arriver, alors post du coup chirurgie, vous pouvez avoir un petit bleu qui vient sur les bourses. Ça dure 1 semaine. Et puis vous avez des petits points en général qui tombent tout seuls. Il n'y a pas besoin de repasser voir quelqu'un, quoi. Et un petit contrôle avec le chirurgien après le spermogramme, et puis c'est terminé. Il n'y a plus à s'en soucier, quoi. Donc c'est une méthode certes définitive, mais assez efficace et pas très contraignante.
pour continuer sur les autres méthodes existantes, il y a la méthode hormonale. Oui, alors la méthode hormonale, le principe c'est de s'injecter de l'énanthate de testostérone de façon régulière. En fait, le corps il va réagir en arrêtant de produire des spermatozoïdes. Ça peut être un peu contre-intuitif vu comme ça, mais en tout cas, quand le niveau de testostérone du corps atteint un certain seuil, ça indique au corps d'arrêter de produire des spermatozoïdes. Donc c'est le principe qui est utilisé pour la méthode hormonale qui a été étudiée par l'OMS. Et donc ça se fait par injection. Alors me semble-t-il, ça peut se faire dans les bras, mais ça se fait aussi dans les fesses. Voilà, ça peut se faire tout seul aussi une fois qu'on a pris le coup. C'est une méthode qui fonctionne. Au bout de 3 mois, comme pour la méthode thermique, ça diminue la concentration en spermatozoïdes jusqu'à en dessous de 1 million de spermatozoïdes par millilitre de sperme. Néanmoins, on observe aussi des effets secondaires qui sont de l'ordre de ceux qu'on peut observer pour les filles qui prennent une contraception hormonale, c'est-à-dire des changements d'humeur, des problèmes en tout genre de ce type-là, mais aussi il y a eu des témoignages sur des garçons qui ont eu plus de muscles. Voilà, ou plus envie de faire l'amour aussi, donc ça peut aussi poser des problèmes si on est en couple. C'est accessible donc par ordonnance aussi, donc c'est un médecin qui doit prescrire ça. Il peut y avoir tout de même des soucis en approvisionnement. Ça a été un des témoignages d'une personne qui nous a parlé de sa contraception hormonale, qui nous a dit, ben voilà, en fait, ça peut être un peu compliqué dans le cas où tu vas voyager à l'étranger. Donc, soit il faut posséder suffisamment de produits sur toi, mais bon, bah voilà, si tu voyages longtemps, c'est compliqué. Ensuite, il faut pouvoir s'en procurer sur place. C'est pas toujours possible. Et même en France, en fait, ça peut arriver que des pharmacies soient en rupture de stock. Bon, ça c'est sur un peu les aléas de la méthode, mais c'est une méthode qui fonctionne, qui peut être une alternative si par exemple la contraception thermique, c'est pas si le garçon souhaite s'orienter vers une autre contraception que la contraception thermique pour plusieurs raisons, la contraception hormonale existe et en tout cas elle est prescrite en France. Du coup, moi je voulais enchaîner sur le Rizug. Qui est une méthode pratiquée en Inde, qui à l'heure actuelle n'est pas pratiquée en Europe ni en France, si je dis pas de bêtises, et qui consiste en fait à injecter un espèce de gel dans le canal spermatique. C'est une méthode du coup qui est réversible. Du coup, ce petit gel serait potentiellement pourrait du coup être résorbé avec une autre injection. Pour autant, voilà, en France, c'est pas encore, on peut pas se le faire prescrire, mais peut-être que ça interviendra. Christian, tu voulais compléter du coup mes propos? Oui, c'est que en Inde, en fait, il n'est pas prescrit à des populations. En fait, il n'est toujours pas validé pour les prescriptions humaines. Enfin, à ma connaissance, ou alors c'est tout frais. Les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, pour l'instant, se sont fait proposer par l'État de les utiliser pour des chiens. Voilà, pour les chiens errants. Et donc cette méthode, elle a plein d'intérêt, comme beaucoup d'autres méthodes, beaucoup d'équipes de chercheurs par le monde qui travaillent sur de l'hormonal un peu différent que les non-tates, mais les labos ne tournent la tête, c'est-à-dire ces méthodes-là doivent passer par une recherche et un développement des labos, et les labos ne s'y mettent pas. Donc, peut-être as-tu des infos sur le Rizug, sur son utilisation plus nouvelle en Inde? Moi, j'ai pas plus d'éléments, mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose qui paraissait être assez innovant entre guillemets par rapport aux autres méthodes utilisées.
En fait, ce qu'on constate, enfin ce que les gens d'Ardecom nous ont fait remarquer, et ce qu'on a constaté nous aussi, c'est que très régulièrement, il y a des méthodes qui sont médiatisées. Des équipes de chercheurs qui trouvent, là, la dernière, celle que vous avez citée là, sur l'immuno, je sais pas quoi là. L'immunocontraception, voilà, l'immunocontraception. C'est une de plus. Alors tous les 3 ans, depuis les années 70, tous les 3 ans, il y a une info qui sort. Dans 3 ans, il y aura une méthode hormonale, il y aura une méthode pour se contracepter. Et en fait, ces méthodes, les chercheurs les ont validées, elles sont en place. Hein. Il suffit que les labos les développent. Mais les labos ne les développent pas. Voilà. Donc, par contre, c'est pour ça qu'on ne connaît pas bien ces méthodes-là. À part, on les suit pour voir si vraiment un jour elles arrivent sur le marché. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a d'autres méthodes, Valsagel, Resug, Immuno, et d'autres méthodes hormonales que celle qui est utilisée. Mais de toute façon, c'est tellement au bon vouloir des labos que il y en a qui existent, la thermique, la vasectomie et l'hormonale et nantate de testostérone. Donc nous, on ne parle que de celle-là parce que les autres, ça fait partie de ces méthodes qui en fait ont un effet ça arrête des garçons qui pourraient s'y mettre et parce qu'ils se disent dans 3 ans je prendrai la pilule, juste une pilule, parce qu'une piqûre ça fait mal. Je veux faire un slip, je sais pas faire, alors dans 3 ans il y aura une méthode qui sera facile. Oui, ça fait 30 ans que c'est comme ça, quoi, que les méthodes nouvelles elles sont toujours pas arrivées. Voilà. C'est vrai que c'est assez alors, on va revenir un peu du coup sur les enjeux sociétaux, mais c'est un peu étonnant en fait que que l'industrie entre guillemets derrière ne reprenne pas le pli en fait de tout ça. Après, on sait que le milieu décisionnaire est très très patriarcal, et donc du coup cet enjeu de pouvoir et de laisser la charge du coup aux personnes qui ont un utérus semble être bien plus facile, et puis toutes les conséquences qui peuvent être liées derrière du coup à la prise de contraception hormonale, qui soit chez une femme ou chez un homme en tout cas. Mais donc ouais, c'est vrai que pour résumer, comme tu disais tout à l'heure, il y a la méthode thermique qui fonctionne très bien, la méthode hormonale du coup par injection, et puis la vasectomie si on ne souhaite plus du coup aller vers qu'on soit sur une méthode en tout cas définitive. Du coup, pour aller un peu plus loin, est-ce que vous avez de votre côté je sais pas, des recommandations, que ça soit des choses à lire ou à écouter ou à suivre, des comptes sur les réseaux sociaux par rapport à cette thématique? Oh oui, on a quelque chose à proposer. Alors moi je pense à un petit livre, un petit guide qui s'appelle S'occuper de son sperme et être contracepté, qui est un petit guide qui permet d'avoir un petit peu toutes les informations sur la contraception thermique, des témoignages, un petit passage sur les enjeux de société, et puis aussi un tutoriel pour se fabriquer soi-même son dispositif contraceptif à la maison. Et voilà, je pense aussi à une autre source, c'est un film qui s'appelle Oh les couilles, réalisé par Sidonie Hadou du groupe Garcon 59 de Lille, qui est un film qui présente en fait la genèse de leur groupe, sur comment est-ce que se sont rassemblés, qu'est-ce qui les rassemble et comment est-ce qu'ils ont créé leur groupe de parole et d'ateliers de fabrication. Christian, est-ce que toi, t'as des choses, des recommandations? Oui, je dirais que il y a le site de contraceptionmasculine.fr qui est un site qui est le site d'Ardecom, mais en fait qui est utilisé par plusieurs assos où il y a accès à des vidéos pour de l'explication des méthodes et des accès à des vidéos qui montrent comment mettre divers systèmes remonte couilles. Alors
vous pouvez nous écrire si vous êtes un peu partout en France, donc à Thomas Boulou et compagnie, donc Thomas Boulou, ETCIE et compagnie, à riseup.net, on peut vous rediriger vers des tas de groupes en France si vous êtes à Strasbourg, planning familial par exemple, ou, enfin bon voilà. Et puis, je pensais à autre chose, mais ça m'est sorti de la tête. Ça va revenir. Tu as cité tout à l'heure opération vasectomie. Oui, mais ça a été cité déjà. Oui, c'est vrai, il faut le rappeler, opération vasectomie. Oui. Les centres de planification, les centres de planning familial, le planning familial, pour se renseigner. Nous on a aussi des tutoriels. Il y a des tutoriels en ligne, des tutoriels vidéo sur YouTube. Donc vous tapez jockstrap, tutoriel jockstrap, slip ou soutien-gorge, il doit y avoir les trois. Et puis après là, je sais pas trop, mais je suis sûr qu'on a toute une liste de choses. Après, vous pourrez nous transmettre du coup si vous avez d'autres recommandations et nous on les inclura du coup en commentaire dans le descriptif de ce podcast. Alors, si, ça, je sais, c'est quelque chose qui m'est revenu à l'esprit. Il y a une BD qui vient de sortir. Alors, enfin, il y a deux BD. Il y en a une qui a été faite par des journalistes, qui a fait un tabac, mais qui est bien, mais par des journalistes. Et une autre qui est intéressante parce elle a plus de consistance, elle est plus romancée. C'est un roman graphique qui s'appelle L'homme sous pilule. Les deux sont intéressantes, hein. J'ai l'air d'être un peu critique pour la première, mais elle est intéressante aussi. Et donc l'homme sous pilule, qui je sais plus où elle est éditée, mais Marabout, vous tapez ça sur internet. L'homme sous pilule, c'est Marabout et c'est de Anne-Sophie Delcourt et de Lucie McCartney. Ah si, oui, je sais aussi. Il y a une autre vidéo, mais je sais pas si elle est trouvable, qui était fait par France 3, Centre de la France, je sais plus, qui s'appelle Le problème du pantalon, qui est peut-être récupérable. Enfin, nous, on peut vous le transmettre s'il faut, mais bon, normalement, c'est France 3 Centre, qui est pas mal. C'est le parcours de trois personnes, un vasectomie, l'autre hormonal et troisième thermique. Et c'est du concret, quoi. C'est des hommes de tous les jours, on va dire. C'est nous tous face à ces problématiques-là et qui sont dans un parcours, et c'est pas mal du tout. Voilà. Eh bien, du coup, moi, pour compléter vos propos sur du podcast, moi, je peux vous proposer contraception masculine autour des hommes du podcast Les couilles sur la table de Binge Audio. Et c'est un entretien avec Cécile Ventola qui fait un travail sur une thèse sur les différentes approches de la contraception masculine entre la France et l'Angleterre. Et elle se questionne sur le sujet et sur les différents tabous entre fertilité et virilité. Et si vous voulez sa thèse, on l'a en mode, on peut vous la transmettre. Très bien, merci beaucoup. Et on a aussi du coup Histoire de mec, Nosovasectomie, où vous allez pouvoir me retrouver dedans, mais vous pouvez le retrouver aussi sur YouTube parce que c'était initialement sur Twitch, où on est, il y a trois mecs vasectomisés qui parlent de leur expérience, de leur ressenti avant, de leurs convictions, pourquoi ils ont fait ça. En livre, je reviens du coup sur la BD que tu n'as pas voulu citer tout à l'heure, qui s'appelle Les Contraceptés, qui reprend une enquête en fait de deux journalistes, Stéphane Jourdain et Guillaume Dodin, sur les différentes méthodes qui existent, avec une partie historique. Je pense que c'est une bonne accroche et un bon livre à offrir pour un premier pas dans cette envie entre guillemets de vouloir se faire prendre en charge sa contraception dite masculine. Et puis
en quelques comptes Instagram qu'on peut vous recommander, garcon.link, qui est un compte assez riche, et vous pouvez retrouver leur site internet sous le même nom, qui est le groupe d'action, groupe Action Rechercher Contraception, et vous allez retrouver plein de méthodes, je pense des choses qui sont assez proches des vôtres. Il y a jouissance aussi, ou slow contraception. Voilà, il y a plein de choses. On vous mettra différents éléments du coup en plus en description. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer pour la richesse de nos échanges, donc à Christian et Nicolas. Bonsoir à vous. Avec plaisir. Et c'était le dernier épisode de cette saison. On vous remercie toutes et toutes de nous suivre. Alors, pour la prochaine saison, si vous avez des envies de thèmes, envoyez-nous des messages sur la boîte privée Instagram ou Facebook @letemps-d'une-liberté, TH à la fin bien sûr, ou par mail. Vous retrouvez toutes les informations du coup en description de ce podcast. On sera très très heureux de vous lire et on vous donne du coup rendez-vous au mois de septembre. Allez, bon été!